19h-20h, en direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord. Toute l'actualité foot. Christian Palka, Maxime Lictefoot. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et sur le Facebook de France 3 Régions, les deux médias du service public qui mettent leur savoir-faire en commun pour vous présenter le lundi entre 19h et 20h leur nouvelle émission consacrée à Lille, Lens et Valenciennes. C'est du foot et ça s'appelle Tribune Nord, une émission co-animée par votre serviteur et Maxime Lictefoot. Bonsoir Christian, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour cette première. On aura ce soir autour de la table Benoît de Quevauvillers. Bonsoir. Médiacité et France Bleu Noir, Jean-Marc Devred. Bonsoir. De France 3, Cédric Van Goten, agent de joueur. Bonsoir. Et Jean-Baptiste Alloire, journaliste, co-auteur du livre Histoire des derbies. C'est sur les histoires des derbies entre Lille et Lens. Bonsoir à tous. Et tout de suite, le menu. Alors au sommaire ce soir, Lille qui continue à nous étonner avec une 7e victoire en 10 matchs. Lens qui joue ce soir face au Gazélec Ajaccio et continue d'avancer au galop, mais qui va, dans très peu de temps, restreindre ses dépenses en supprimant des emplois. Et Valenciennes qui fait du surplace sur le terrain, 5 défaites en 6 matchs. Et aussi dans sa gouvernance où tout paraît bloqué. En deuxième partie d'émission, on aura une revue de presse des réseaux sociaux. Et justement, à propos de réseaux sociaux, n'hésitez pas à réagir à l'émission, à poser vos questions en commentaire du Facebook Live ou sur Twitter avec le hashtag Tribune Nord. Mais avant cela, on passe au carton. Tribune Nord, les cartons. Les cartons, ce sont les coups de cœur, les coups de gueule de la semaine. Un carton bleu ou un carton rouge. Et on commence avec vous, Christian. Quel carton ? Alors moi, ça va être un carton rouge vif. Rouge vif pour la direction du Racing Club de Lens qui continue à oublier, pour ne pas dire plus, j'ai même envie de dire un peu méprisé, la presse parlée et aussi télévisée et qui favorise la presse écrite, c'est-à-dire le papier pour passer ses infos. En l'occurrence, le Racing Club de Lens a déclaré qu'il allait licencier du personnel dans les médias, notamment La Voix du Nord et l'équipe, alors que nous n'étions pas au courant. 300 000 spectateurs, qui parmi les 300 000, il y a beaucoup de supporters lensois, 300 000 auditeurs de France Bleu Nord. Auditeurs ont été privés de cette information. Mon carton, ce sera un carton bleu pour Lebo Motiba, le Sud-Africain, ex-Lillois et ex-Valenciennois qui évolue désormais à Strasbourg. Il a été transféré en fin de mercato. Il réalise un début de saison étincelant, 6 buts, une passe décisive en 10 matchs. Il était remplaçant samedi contre Monaco. Il a encore été décisif puisqu'il a marqué après seulement 3 minutes de jeu. Il avait commencé le match remplaçant. Voilà, c'était pour le féliciter pour son début de saison. Il avait été très impliqué l'année dernière pour le maintien du LOSC. Et puis il était sur tous les fronts puisque la semaine dernière, il a été buteur avec l'Afrique du Sud, 3 buts en 3 sélections. Voilà, une semaine parfaite pour Lebo Motiba. Benoît, votre carton. Oui, je vais mettre un carton rouge, un petit peu au même objectif que Christian Palka, la direction du Racing Club de Lens, même si je vise plutôt l'actionnaire, Joseph Ougoulian. Je veux pas juger ou pas de la véracité de mettre en place un PSE et de supprimer 40 emplois. Ces gens connaissent parfaitement les chiffres de leur entreprise, ils savent ce qu'ils ont à faire ou pas faire. Moi, ce qui me gêne, c'est un petit peu le contexte qui entoure cette annonce. Déjà, les salariés l'ont appris par voie de presse, je trouve ça plutôt inélégant. Et puis, peut-être qu'il y a parfois des postes de dépenses à contrôler, à diminuer avant d'envisager la solution extrême qui est de licencier des gens. Par exemple, est-ce bien nécessaire que certaines voitures de fonction à la tête du Racing Club de Lens soient des BMW X5 dernière génération ou des très gros 4x4 Cherokee ou des Volvo, voilà. Donc je trouve que parfois il est préférable de réfléchir un petit peu plus à sa comptabilité analytique plutôt que de licencier systématiquement les gens. Juste pour terminer, Gervais Martel pendant 10 ans ou 15 ans a toujours essayé de maintenir coûte que coûte l'emploi. C'était une gestion paternaliste. Aujourd'hui, on sait qu'à la direction du Racing Club de Lens, l'actionnaire est un financier de la City. Voilà. Mon bon Gervais, comme disait Roger Runinski, le speaker de Racing Club de Lens il y a une dizaine d'années, mais on va revenir. Gervais Martel était critiquable sur beaucoup de points, mais pas celui de maintenir coûte que coûte les emplois dans son entreprise. Mais on va revenir sur le sujet quand on va aborder le dossier du Racing Club de Lens. Votre coup de cœur, Cédric Van Goten. C'est pas un coup de cœur, c'est un carton rouge pour une infime partie. Je sais qu'il y a un coup de cœur, mais je croyais que c'était vous. Une infime partie des supporters lensois qui a fait déplacement à Auxerre et qui a fait usage de fumigène, qui a jeté un siège sur un stadier qui était blessé. Résultat, interdit de déplacement pour l'ensemble des supporters lensois au Havre samedi prochain. Et en même temps, j'ai pas envie de parler de ces gens, mais à chaque fois, il faut le dire, le dénoncer. N'allez plus au stade et laissez ceux qui aiment Lens aller au stade, y compris en déplacement.
Alors, le coup de cœur, c'est vous, Alors moi, Jean-Baptiste Allouard? Moi, je vais mettre un carton bleu et je voudrais mettre en exergue. Ça vous voit bien, Calogero, un petit peu, là. Ah, si vous le dites. Et je voudrais mettre en exergue en fait l'excellent début de saison du LOSC, parce que qui aurait parié au mois de juin l'année dernière, enfin en tout cas du précédent exercice, que les Lillois occuperaient à l'issue de la 10e journée une magnifique 2e place, 3 points d'avance si je ne m'abuse sur le 3e, et puis on va dire juste 8 points de retard sur le PSG, avec un PSG Lille dans 15 jours si je ne m'abuse. Donc voilà, j'aimerais mettre en exergue cet excellent début de saison lillois, d'autant plus que ce début d'exercice est accompagné également par du beau jeu et avec un public qui revient au stade. Voilà, ça va ensemble. Voilà. Allez, dernier, c'est Jean-Marc Devray. Alors, vous me dites Devray. Voilà. Le sportif de France 3, de notre collègue France 3. Coup de cœur ou coup de gueule? Alors moi, ce sera un coup de gueule, puisque on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans la partie valenciennoise. C'est au match Orléans-Valenciennes de vendredi, qui était un match d'un niveau affligeant, joué dans une absence d'ambiance. On avait l'impression d'un match à huis clos, et un match qui a montré un petit peu tout le mauvais côté de la Ligue 2. Heureusement qu'il y a eu le lendemain le derby breton entre Brest et Lorient pour remonter le niveau. En tout cas, moi, je me suis tellement ennuyé que je suis sorti 5 ou 6 fois, soit pour aller aux toilettes, soit pour aller boire un verre, parce que franchement, j'avais du mal à supporter. Et je plains surtout les spectateurs orléanais qui ont payé leur place pour subir une telle purge. Voilà, c'est terminé pour les cartons. On va passer au premier dossier, le LOSC. Tribune, LOSC, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Alors, le LOSC qui n'en finit plus, on vient d'en parler, qui n'en finit plus de gagner, jusqu'où peut-il aller? Alors, on va fouiller ça dans cette première partie d'émission. Mais avant tout, les statistiques, bonnes ou mauvaises, mais je suppose qu'elles sont très bonnes, les statistiques du LOSC. Les statistiques en ce moment, ce qui est très intéressant, c'est que Lille enchaîne les victoires, mais cette fois, Lille a aussi gagné à l'extérieur, et c'était assez rare depuis le début de la saison. Ils avaient qu'une seule victoire pour l'instant en déplacement. Vous l'avez dit, Lille est 2e avec 22 points. Et en fait, on a essayé de regarder comment ont terminé les équipes qui, après 10 journées, étaient à 22 points dans l'histoire de la Ligue 1. Alors, sur les 20 dernières années, au 21e siècle, toutes les équipes qui ont eu au moins 22 points ont terminé tout le temps sur le podium, à 5 exceptions. Donc, il y a en fait 9 équipes qui ont terminé première et 6 équipes qui ont terminé 2e. En gros, les 3/4 des équipes finissent sur le podium après avoir fait 22 points en 10 matchs. Et donc la question que ça nous fait nous poser, c'est est-ce que Lille doit avoir l'ambition et doit assumer de jouer les places européennes, et pourquoi pas, clairement le dire, de jouer la Ligue des Champions? Eh ben on va en parler tout de suite. Vous l'avez souligné, c'est vrai qu'il y avait eu 2 défaites de Lille à l'extérieur. C'était à Angers la première. Et Bordeaux. Et à Bordeaux. Et à Bordeaux. Moi, j'étais à Bordeaux, voilà. Et deux défaites qui n'étaient même pas. Ils auraient pu faire autrement que de perdre. Ils auraient pu peut-être pas gagner, mais au moins revenir avec le point du match nul. Mais ils avaient laissé aller un petit peu. C'est ce qu'avait reproché Christophe Galtier. Là, apparemment, à Dijon, ils ont tenu. Moi, j'ai pas vu le match, j'étais pas là. Mais apparemment, ça a été dur, mais ils ont tenu jusqu'au bout. Puis à Bordeaux, il tombe sur un excellent gardien bordelais qui annule toutes les actions lilloises. Oui, à Bordeaux, oui. Mais alors, justement, Christian, c'est là où on voit qu'il passe encore des caps. Parce que c'était à peu près le même genre de match qu'à Bordeaux et à Angers, parce que Dijon est pas très très bien depuis 6-7 matchs. Alors Dijon a bien commencé, mais là depuis 6-7 matchs, même 8, c'est une série de défaites. Donc ça pouvait être un match piège. Et celui-là, ils l'ont beaucoup mieux géré sur la durée du match et sur l'intensité et sur le résultat que celui d'Angers et Bordeaux. Donc ça veut dire qu'ils continuent à passer des caps et des paliers dans leur belle saison. Donc ils ont peut-être pas, ils n'ont pas fini de nous étonner, quoi. Ils sont pas au maximum encore. On pourrait craindre, compte tenu du départ qu'ils viennent de faire, on pourrait craindre qu'ils ont atteint leur seuil d'incompétence, qu'ils peuvent plus. Et apparemment non, Benoît. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais si vous voulez, Christian, moi, ça fait plus d'un mois que je vous répète que cette année, il y a une fenêtre de tir derrière le PSG, que Monaco est au plus mal, que Marseille et Lyon ont perdu des points et perdront des points à cause des Coupes d'Europe, et que cette année, pour moi, le prétendant derrière les non-européens, c'est le premier des non-européens à être prétendant, c'est Lille. Il y a véritablement une possibilité pour Lille cette année de terminer 2e ou 3e. Et juste pour dire un dernier mot, je suis d'accord avec Cédric, il montrait des faiblesses contre les équipes qui jouaient ultra regroupées derrière, comme Angers, comme Bordeaux. Là, cette fois-ci, ils ont réglé le problème et ils ont été capables de les battre. C'est un vrai palier intéressant franchi par le LOSC.
Un gros travail de Christophe Galtier, c'est ce que soulignent les internautes qui sont là sur le direct sur Facebook, sur la page Facebook de France 3 Région et de France Bleu Nord. Beaucoup de réactions et notamment des supporters qui saluent le travail de Christophe Galtier. Énorme travail quand même de Galtier qui a pour habitude de faire bien fonctionner ses équipes, mais là par contre il est en train d'amener le LOSC à un niveau insoupçonné. Alors, quand même. il a du matos quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Par rapport à ça, Christophe Galtier à Saint-Etienne était souvent loué par les médias pour faire un excellent travail, mais il avait peut-être pas forcément l'effectif pour avoir les ambitions qu'il voulait. Sauf qu'à Lille, aujourd'hui, il peut les avoir. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient la mémoire courte, que Christophe Galtier a été, je crois que c'est en 2013, sacré meilleur entraîneur de France à égalité avec Ancelotti. Excusez-moi du peu. Il avait gagné cette année-là avec Saint-Etienne la Coupe de la Ligue. On savait que c'était un bon entraîneur. Seulement, moi je me rappelle aussi qu'à l'intersaison, il a tardé à donner sa réponse au président Lopez pour dire je reste. Il a voulu avoir des garanties. Des garanties, oui. Je pense que avant d'accepter, il y a eu toutes les garanties. Et c'est d'abord les garanties qu'il y avait des bons joueurs dans son équipe déjà, et les garanties qu'il allait pouvoir un peu recruter. Et c'est ce qui s'est apparemment passé. Jean-Marc. Oui, effectivement, bon, il y a certainement du progrès, c'est clair. Et on le doit notamment à Christophe Galtier, mais aussi à un effectif qui était quand même plus profondément renouvelé que ce qu'on l'a dit. Galtier l'a pointé avec quand même 12 départs et une dizaine d'arrivées quand même. Et puis donc l'arrivée de l'expérience avec des gens comme José Fonte. Et puis surtout, ce qui est assez remarquable, enfin moi, ce qui me frappe, c'est l'amélioration de l'état d'esprit des joueurs. Là, l'an passé, on avait l'impression de fainéants qui n'étaient pas du tout intéressés par l'avenir du club. Cette année, on sent tous les joueurs concernés, notamment les Brésiliens. On l'a vu encore samedi avec la bonne entrée en matière de Thiago Bahia et de Luis Araujo. C'est la première fois que les trois Brésiliens jouent ensemble en même temps. Ils ont apporté quelque chose. Jean-Marc, la saison passée, ils étaient tous un peu, je vais pas dire fainéants, mais ils étaient tous un peu dans le dur, quoi. Ils se faisaient tous tirer à l'oreille. Là, maintenant, un joueur qui serait pas dans le schéma, il serait vite rejeté. Surtout, ils ont pris confiance en eux. Un bel exemple, c'est Fodé Ballo-Touré, qui était une catastrophe ambulante au passé. Fallait mieux jouer à 10 que jouer avec lui parce qu'il faisait des conneries. Il a fortement progressé, tout simplement parce qu'il a pris confiance, au point d'ailleurs d'être appelé en équipe de France Espoir. C'est un exemple, mais c'est pas le seul. Oui, moi je trouve quand même que c'est un petit peu délicat. C'est un petit peu délicat de tout baser sur l'envie. Je suis certain que les joueurs lillois n'ont pas plus d'envie cette année que l'année dernière. Non. Non. L'année dernière, c'était des joueurs en découverte de championnat, ils découvraient un championnat, ils découvraient un club, ils avaient un an de moins. Vous savez, dans le football, parfois, vous franchissez des paliers. La confiance. Et alors là où je suis d'accord, c'est qu'il leur manquait 3-4 joueurs d'expérience pour les encadrer. Trop de jeunes livrés trop vite à eux-mêmes. Mais vous savez, quand vous êtes perdu sur un terrain, c'est pas parce que vous n'avez pas envie de le faire, c'est parce que vous êtes incapable de maîtriser l'adversaire, parce que l'adversaire est beaucoup plus fort que vous, et que vous êtes débordé de toutes parts. Le boulot de Galtier, ça a été de mettre de l'expérience, de restructurer, de les aider à mûrir, à grandir. Mais aujourd'hui, les gars faisaient le boulot l'année dernière, ils n'y arrivaient pas, cette année ils y arrivent. Si on regarde bien la dernière feuille de match à domicile, on retrouve quasiment les mêmes joueurs que la saison dernière, à part 2 ou 3 joueurs. Oui, bien sûr. C'est Lee. Oui, tout à fait. Ce qui est étonnant quand même, c'est que si on avait vu une équipe de Lille, l'année passée c'était la Cata de chez Cata, si on les avait vus bien commencer, et puis aller intégrer un petit peu à la fois les 10 premiers et tout, mais là ça a été carrément 7 victoires sur 10 matchs, c'est incroyable. Est-ce que vous avez donné vous avez donné, Maxime? Oui, c'est ça, 7 victoires sur 10 matchs avec 2 défaites et 1 nul, c'est les meilleurs résultats, c'est un des meilleurs départs de Lille. Et ce qui est intéressant, ils ont quelqu'un qui est stratosphérique, c'est Nicolas Pepe. Cette équipe sans Nicolas Pepe, elle n'a pas les mêmes résultats. Alors je ne sous-estime pas Bamba, il connaît d'autres. Et Mike Maignan. Pepe, c'est hors du commun. Non, mais je sais où vous voulez en venir, Christian Palka. Mike Maignan, j'ai pensé à vous au moment du penalty dijonnais. Il ne peut pas tous les arrêter. Non, mais je vais aller au bout. D'abord, il ne l'arrête pas, ça c'est une première chose. Effectivement. Sauf que il prend un carton jaune parce qu'il va provoquer le tireur. Il le provoque excessivement. Donc il prend un carton jaune. Le penalty est tiré, il l'encaisse, et là qu'est-ce qu'il fait? Il garde le ballon. Et il déclenche une mini poussette avec les Dijonais. Ça veut dire que si l'arbitre... C'est tout le temps comme ça, le gardien garde tout le temps le ballon pour éviter de faire gagner du temps. Si l'arbitre applique le règlement,
il met un deuxième jaune à Maignan et il l'expulse. Ça veut dire que ce garçon, il est capable à certains moments de devenir un handicap pour son équipe. Christophe Galtier parlait de ses problèmes de concentration la saison passée. Eh ben oui. Donc pour le moment, avant que certains nous vendent Mike Maignan aux portes de l'équipe de France, mais dans le jeu, il est très bon. Dans le jeu, il est très bon. C'est votre avis? Moi, je trouve qu'il n'est pas extraordinaire sur les sorties aériennes. Il n'est pas extraordinaire quand il sort de sa ligne. Et vous êtes un bon gardien de Ligue 1. Vous êtes un peu breton, vous, quand même? Non. Attendez, vous faites une fixation sur Mike Maignan. Non, mais c'est vous qui m'avez lancé sur le sujet, mon cher Christian. Cédric Van Goten, vous vouliez prendre la parole? Non, parce qu'il y a quand même aussi des éléments positifs qui nous font penser que cette équipe peut encore s'améliorer. Il y a Léao qui est pas encore au top. C'est vrai. Jérémy Pied, on n'a pas parlé. Le frère Fonte qui est arrivé dans les tout derniers jours, qui peut faire des rotations l'avant, qui peut apporter beaucoup à cette équipe. Ouais, mais il sera moins brillant, à mon avis. C'est pas le même poste, vous allez me dire, mais il sera moins brillant. Je pense qu'il y a quand même moins de talent que son frangin. Hein. Peut-être, mais s'il en plante 4 ou 5 dans la saison et qu'il peut faire reposer Rémi et Léao sur certains matchs, on prend. Et Jérémy Pied qui est blessé et qui à un moment, Selic risque d'être en sur-régime et Jérémy Pied va pouvoir prendre la relève. Après, messieurs, sachez aussi quand même que sur les terrains pourris du mois de décembre, du mois de janvier, du mois de février, Bamba, Iconé, Pépé, ça va aller beaucoup moins vite. Oui. Est-ce que là des garçons comme Loïc Rémy, ça va peut-être servir parce que jusque maintenant c'est 0 but en 8 apparitions depuis le début de saison Loïc Rémy, même s'il y a eu tous ces problèmes de rythme, d'homologation de contrat, c'est quand même on attend plus de lui. Mais beaucoup de travail invisible. Voilà, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que Nicolas Pepe, Jonathan Bamba, Jonathan Iconé arrivent à un moment, ils vont forcément être moins bons, un peu moins en forme, et là il y a un moment, il va falloir que Loïc Rémy il joue son rôle, il plante ses buts et il fasse ses passes décisives. Oui, d'autant plus, effectivement, là, Benoît force justement soulever la question du football d'hiver qui va commencer, et la bip va aller beaucoup moins vite sur le terrain, c'est sûr. Mais il y a aussi, si vous regardez bien la suite du calendrier jusqu'à l'intersaison, les choses sérieuses, je dirais, vont, je ne vais pas dire commencer, ils avaient déjà commencé, mais quand on voit le calendrier qui vient, donc ils vont jouer à Paris. On y va. Ils vont recevoir Strasbourg qui marche très bien cette année. Ils vont jouer à Nice, qui est pas évident. Ils vont recevoir Lyon, jouer à Montpellier. Après, il reste Reims et Toulouse, ça devra aller. Et aussi un déplacement à Nîmes, dont il faudra se méfier. Ça va être un vrai test. Moi, bien sûr, ici, il n'y a pas de. C'est un peu un match cadeau. C'est un peu un match cadeau, Christian. Le PSG, c'est un match bonus parce que de toute façon, personne. D'accord, ce sera un vrai test. Je dis pas qu'ils vont gagner. Oui, mais un bonus sur le jeu, vous voulez dire. On espère déjà qu'ils vont pas prendre un carton comme Lyon. Comme Lyon, tout ça. Mais moi, le truc qui m'interroge un peu, mais naturellement, il y a personne ici, y compris moi, on peut répondre à ça parce qu'on n'est pas des spécialistes de la condition physique et tout. Moi, je voudrais savoir, et vous parlez comment vous les appelez, les bip là, les trois. Est-ce qu'ils sont au taquet? Est-ce qu'ils sont au taquet de leur condition physique? Est-ce qu'ils sont atteints leur courbe? Parce qu'une courbe, elle monte, et puis après elle descend. C'est mathématique ça. Hein. La courbe de forme, ça reste pas statique en haut. Ça monte et ça descend. Où ils en sont dans leur courbe statique, quoi. Bien que dans le football, maintenant, il y a quand même beaucoup de soins, ils peuvent récupérer, il y a beaucoup de choses qui sont faits pour que les joueurs récupèrent, quoi. Juste un petit mot sur Loïc Rémy, parce que je sais que c'est votre dada à Christian et à Maxime. À tel point que de temps en temps, je me demande si c'est pas votre fils caché que vous nous avez ramené dans l'émission. Non, mais attendez, il n'y a pas que moi. Je vais quand même vous dire. Les supporters aussi. Mais si vous regardez bien le match Dijon-Lille, il y a les Dijonnais quand ils mettent le penalty, ils mettent un sacré coup de pression à des Lillois qui jusque-là avaient déroulé. Il y a deux actions. Une d'Iconé, où il passe dans la surface, il est face à l'adversaire, il est face au gardien. Une de Bamba, où à 2 reprises, Loïc Rémy est idéalement placé. Il y a juste à lui passer le ballon. Et d'ailleurs, il se plaint pas, Loïc Rémy. Hein. Il lève pas les bras au ciel. Nicolas Pepe aussi a eu une occasion, on lui passe pas le ballon. Lui, il a été plus virulent. Mais il faut aussi que les trois devant pensent à un moment donné qu'ils feront pas tout le temps, tout seuls. Et que peut-être qu'il faut être un peu plus altruiste dans certaines situations. Au profit de Loïc Rémy. Il nous reste 3 minutes pour aborder le deuxième thème, c'est-à-dire le Racing Club de Lens. Je voudrais saluer quand même, j'ai lu chez nos confrères de la Voix des Sports, Florent Balmont, qui a été titulaire après une blessure au tendon d'Achille, 6 mois. À son âge, Florent, il est en 80. Donc 80, ça fait 38 ans. Génial. C'est génial, c'est vraiment le joueur qui a toujours su préserver sa carrière, qui a fait le métier, qui s'est pas perdu dans des trucs j'ai envie de dire à la con, quoi. Il y a vraiment le gars sérieux, le vrai professionnel. Bon, bravo Florent Balmont. Et la deuxième question, que là je vous interroge vraiment, le PSG.
10 matchs, 10 victoires, 37 buts de marqués, 6 d'encaissés. Est-ce que ça va pas un peu, comment je pourrais dire, casser l'intérêt du championnat, on commence à y être habitué. C'est pas la première année, donc... Déjà l'année dernière, l'année d'avant, il y avait Monaco qui avait réussi à faire je vais poser la question. Est-ce que on considère que toutes les équipes qui vont jouer contre le PSG sont condamnées à perdre? Pas condamnées, mais beaucoup vont malheureusement perdre. Ça dépend de comment ils vont jouer, parce que rien n'est pire que de dire on va jouer la défense pour essayer de pas prendre un camouflet. C'est là où ça arrive. À la limite, les équipes qui se retrouvent en face du PSG devraient continuer à jouer leur jeu, y compris Lille. Quand ils vont aller jouer à Paris, il faut qu'ils jouent comme le Lille joue depuis le début de saison, parce qu'autrement ça va être délicat. Dernière question, vous qui êtes un peu joueur, vous jouez les pronostics de foot et tout. Je sais pas d'où vous trouvez ça, mais je vous crois, si vous le dites. Si on joue le PSG, on gagne un peu d'argent? Écoutez, on avait fait un petit calcul en début de saison. Le problème, alors le PSG, c'est toujours des petites cotes. Donc il faut jouer gros. C'est-à-dire, si vous jouez 2 €, vous allez gagner 2,02 €. Donc il faut jouer gros. Ouais. Moi, je pense que le PSG, en fin de saison, aura 32 victoires et 4 défaites. 4 nuls. Et 3 défaites ou 6 nuls peut-être et 2 défaites. D'accord. Ça veut dire qu'à 7 reprises, vous allez vous prendre votre grosse mise là où je pense. Donc c'est très compliqué de miser sur le PSG. Par contre, juste un petit mot, c'est très bien qu'il y ait une équipe comme le PSG dans le championnat de Ligue 1. Je suis d'accord. Parce que ça tire vers le haut, ça oblige les autres à se battre. Et puis surtout, on est représenté en Ligue des Champions. Voilà. Allez, dans un quart d'heure, c'est la revue du net. De quoi parle-t-on? Ce sera avec Maxime. Toute l'actualité du sport, jusqu'à 20h sur France Bleu et France 3, Tribune Nord. Alors, on parlera sur le net, on parlera des 2 anciens du LOSC, on en a parlé tout à l'heure. Il y aurait Florent Balmont et puis aussi d'Eden Hazard. Enfin, on parlera, on l'a évoqué tout à l'heure au moment des cartons, on reparlera des supporters et plus particulièrement des ultras du RC Lens. Tribune sang et or, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Alors, deuxième sujet, le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens qui joue ce soir face au Gazélec d'Ajaccio à Bollaert. Ce sera en direct sur France Bleu Nord avec vous, Benoît, et puis avec François Launay qui est déjà parti. Voilà, c'est le Racing Club de Lens qui fait un début, un des meilleurs débuts de son histoire. Vous avez aussi les stats du Racing Club de Lens, Maxime. Ouais, et il y a beaucoup de supporters qui continuent de nous envoyer des messages en commentaire sur le Facebook Live. Énormément de supporters du Racing Club de Lens. On va faire passer à l'antenne vos questions et vos commentaires. Donc pour le Racing Club de Lens, le début de saison, c'est simple, c'est le 7e meilleur départ de l'histoire de la Ligue 2 sur les 20 dernières saisons, donc au 21e siècle. Les Lensois peuvent reprendre la 2e place s'ils l'emportent ce soir face au Gazélec. Et ce qui est surtout ultra impressionnant et qui, à mon avis, est clé pour une montée, c'est la défense. La défense du RC Lens, c'est imperméable. C'est 4 buts seulement encaissés en 10 matchs. C'est la défense la plus imperméable de l'histoire du club depuis 80 ans. 1938. Je pense que depuis 1938, jamais le RC Lens n'avait encaissé. Mieux qu'à l'époque où il y avait les Hilton et tout ça. Pour les 10 premiers matchs, jamais depuis 1938 le RC Lens n'a eu une aussi bonne défense. Donc voilà, Santon, Starat, Radovanovic, Aïdara, c'est très solide. Le Gazélec est prévenu. À domicile, les sang et or cette saison à Bollaert, c'est 0 but encaissé. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors la question qu'on peut se poser, eux, ils n'ont pas joué là. Ils jouent la reprise après la trêve. Est-ce que vous êtes allé au point presse? Vous avez parlé, je suppose que vous avez parlé de ça, de la trêve. Comment ils ont vécu la trêve? Montagnier a répondu. La réponse, vous l'aurez après le match. Ah bon? Lui, alors, oui. C'est du Montagnier. Il estime, Philippe Montagnier, que ce sera plutôt bénéfique dans le sens où les organismes étaient fatigués. Oui. On l'avait vu d'ailleurs. Il nous a dit, j'ai senti que pas mal de joueurs avaient tiré dans les réserves sur les matchs précédents. En plus, il a quand même 4 internationaux qui ont fait des voyages un peu lointains, dont le petit Doucouré, mais qui n'a pas joué. Ça l'a rassuré. Mais et puis, faut rappeler quand même que le système de jeu de Philippe Montagnier, la discipline d'équipe imposée par Philippe Montagnier, fait que ce sont des systèmes de jeu où
où on tire sur la... Voilà, Gomis, devant, il fait énormément de travail défensif, il ménage pas ses efforts. Donc, certainement que cette trêve aura permis de soulager un peu les organismes. Dans les premiers matchs, ils marquaient facilement. Dans les derniers matchs, avant la trêve, ils avaient un peu plus de mal à marquer. Ils marquaient, mais ils avaient un peu plus de mal. Philippe Montagnier a répondu aussi à cette question. Il dit, il y a un domaine dans lequel on doit progresser, c'est jouer contre des équipes bloc bas, qui nous laissent peu d'espace, où on doit encore travailler. Il dit, c'est ce qui est le plus compliqué dans le foot, c'est de réussir à maîtriser ce genre de match. Et il dit, notre équipe est encore de loin perfectible. Ce soir, face au Gazélec, le Gazélec qui ont des problèmes. Il vient de changer l'entraîneur. Hein. Oui, mais justement, il y a toujours un choc psychologique. Il n'y a pas toujours, mais il y a très souvent un choc psychologique quand vous changez l'entraîneur. Et ça rend plus difficile pour le RC Lens de travailler la vidéo, etc. C'est ce que disait Philippe Montagnier en conférence de presse. Il disait que le Gazélec ayant changé d'entraîneur, ça crée un peu d'incertitude. Il y a 4-5 titulaires absents ce soir. Ça complique la préparation du match. Non, côté oui, voilà, c'est ça. Non, mais ils sont quand même sérieusement handicapés. En plus, ils n'ont gagné que... Attendez, ils sont combien ? Ils sont Ajaccio 13e. 13e. Donc c'est quand même un parcours nettement moins bien que le Racing Club de Lens. On comprendrait pas une défaite ce soir, mais en plus qu'ils voyagent difficilement, les Ajacciens. Ouais. Mais enfin, vous savez, toutes les séries statistiques ont une fin. L'histoire de ils voyagent mal, l'histoire de ils n'ont pas pris de but à Bollard depuis le début de saison, ça un jour ça va se finir. Alors espérons que ce soit pas ce soir, mais un jour forcément ça va se finir. 3 victoires, j'ai retrouvé 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Voilà, 3 victoires, 3 nuls. Le Racing Club de Lens, c'est quand même un parcours, c'est quand même assez étonnant. Ce soir, ça va faire encore combien il y aura encore combien spectateurs. Ouais, 30 000. Il semblerait que pour un lundi soir, ça va être c'est les vacances scolaires, donc il risque d'y avoir pas mal de monde. Hein. Jean-Marc, Racing Club de Lens, vous nous disiez hors antenne que vous étiez un peu content d'être là, mais un peu peiné de ne pas pouvoir aller oui, parce que on connaît toujours l'ambiance particulière du stade Bollard. On n'a pas l'impression d'être dans un stade de Ligue 2. Il y a toujours de la passion, même quand ça va pas très bien. Donc on s'ennuie jamais, même si le jeu n'est pas toujours à hauteur. On s'ennuie jamais au stade Bollard. Donc et en plus quand il y a des résultats comme cette année, là on peut rêver. Il n'y a pas de problème. C'est eux qui ont, ils sont 3e pour l'instant, avec un match de moins naturellement. Mais c'est eux qui ont perdu le moins de matchs. Ils en ont perdu qu'un. Ils ont perdu qu'un match. Metz en a perdu 2, par contre. Metz en a perdu 2. Lorient en a perdu 3. Il y a une équipe qui est en train d'arriver, qui n'était pas forcément attendue, c'est Brest. Ah oui. Et la grosse qualité de Brest, c'est de la stabilité au niveau de l'entraîneur, au niveau des joueurs. Oui. Furlan, tout le monde prédisait qu'il serait viré. Il a quand même déjà échoué dans la montée avec Lens d'ailleurs, il y a 2 saisons. Mais il est toujours là. Oui, mais il échoue souvent. Dans la dernière ligne droite, il fait passer un peu à un ancien entraîneur lensois que vous avez bien connu, Joël Muller. Joël Muller, ça n'engage que vous, mais toujours là, mais au dernier moment, quand il était entraîneur de Metz, il s'est fait toujours là. On l'annonçait même le meilleur entraîneur français. Et au dernier moment, il s'est fait sauter sur la ligne par Lens quand Lens a avec Lens en 2002, à la dernière journée, battu par Lyon. Et voilà. Christian, finir 2e avec Metz à l'époque. C'était pas un déshonneur non plus, c'était pas se faire dépasser dans la dernière ligne droite. Quand vous êtes en tête du championnat 70% du temps et que vous êtes coiffé à 3 journées de la fin, enfin en tout cas dépassé. Mais déjà être en tête pendant 70% du championnat avec une équipe, on va dire, qui n'était pas attendue, c'est quand même quelque chose de faramineux. Ils sont battus par une équipe lensoise qui n'est pas attendue non plus. Vous êtes un peu emballé, Cédric Van Gotem, agent de joueur, vous êtes un peu emballé par le Racing Club de Lens, comme nous tous d'ailleurs. Oui, mais alors j'espère ne pas être oiseau de mauvais augure, mais ce soir j'ai un mauvais pressentiment. Le changement d'entraîneur à Ajaccio, j'ai quasiment vécu en direct, puisque j'étais au téléphone avec le directeur sportif d'Ajaccio pour parler d'un joueur qu'on pensait mettre là à Ajaccio, et il me dit on va attendre quelques jours parce qu'on annonce aujourd'hui qu'on change d'entraîneur. Donc voilà. Bon, alors le changement d'entraîneur, le fait que des remplaçants jouent, qui vont vouloir récupérer peut-être une place. Beaucoup d'handicap. Handicap pour Ajaccio quand même. Maxime, il y a notamment les internautes, les supporters de Lens qui s'inquiètent. C'est le deuxième volet de ce dont on voulait parler à propos de Lens. Les supporters se demandent si justement on va en parler. Le plan de sécurité de l'emploi, est-ce que ça va... On va en parler tout de suite. Simplement, Jean-Baptiste Allouard, car vous avez écrit un livre avec notre ami Olivier Brochard sur l'histoire des derbys
Lille-Lens et Lens-Lille, vous êtes assez emballé par le Racing Club de Lens de cette année, mais comme pour l'instant, ils ont un parcours de futurs promus. Hein. Ouais, voilà. Vous aussi, Jean-Marc ? Oui, bien sûr. Ils font un parcours de promu, effectivement. C'est pour ça qu'il est important aussi de conserver cette invincibilité à Bollaert. Il faut qu'il gagne ce soir contre le Gazélec, parce qu'on a vu qu'il y a comme candidat à la montée directe. On citait Metz au départ, on citait Lorient, mais il y a Brest qui se rajoute. Il y a d'autres équipes comme le Havre, voire pourquoi pas Orléans, qui vient d'aligner sa 5e victoire de suite, qui se montre dangereux au moins pour les barrages. Mais il est clair que Lens, notamment pour la situation économique, doit à tout prix monter directement cette année. Ah, oui, et il y a toujours une équipe qui vient de monter et qui crée la surprise, et Grenoble est très bien placé. Oui, mais attendez, toujours, mais c'est pas non plus une règle. Alors on va passer. Lens, c'est l'eau et le feu, c'est le chaud et le froid. Ça marche très bien sur le terrain, et au moment où ça marche très bien sur le terrain, le patron, Joseph Ougoulian, annonce qui va licencier. Comment on appelle ça, Benoît? Un PSE. Plan de social économique. De sauvegarde de l'emploi. Alors, c'est ça que je comprends pas déjà. Plan de sauvegarde de l'emploi, et on parle de virer. Mais oui, parce que ça veut dire on va pérenniser. C'est un joli mot pour dire qu'on va virer les gens. Non, ça veut dire on va pérenniser une partie des emplois en supprimant quelques emplois. C'est ça la philosophie de. Et surtout, le PSE donne des garanties de formation ou de reclassement à ceux qui sont licenciés. Parce que ça doit être autorisé. Et ça change, ça change par rapport à des licenciements. Alors moi, ce que je ne comprends pas, on les connaît, les dirigeants lensois, on les connaît bien. Fabrice Wolniwiek, Arnaud Pouille, on les connaît, on s'est déjà parlé et tout. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai lu ou j'ai entendu, mais c'est la vérité, ils se sont adjoints, deux adjoints, c'est le cas de le dire, à leur direction et un directeur commercial. À leur direction, directeur financier pour Arnaud Pouille et directeur commercial pour Fabrice Wolniwiek. Alors dans le même temps, ils licencient du monde. Je comprends pas là. Si vous voulez, Joseph Ougoulian, lui, il est financier. Il a dit voilà, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir une enveloppe d'autant pour le fonctionnement du club, c'est-à-dire les dépenses et les salaires non sportifs. Après, ce que les dirigeants opérationnels... C'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes, 180 personnes pour un club de Ligue 2. De toute façon, Christian, c'est pas une nouveauté. Ce club, il est structuré pour la Ligue 1 depuis la saison 2007-2008, avec un accident industriel, 40 millions d'euros perdus lors de cette descente dramatique. Descente de laquelle le club ne s'est jamais remis à l'heure d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des bouts de ficelle depuis. Il y a eu Mamadov, il y a eu le Crédit Agricole, il y a eu différents intervenants, mais le club a toujours surnagé péniblement. Donc aujourd'hui, Joseph Ougoulian, il prend une décision, il tranche dans le vif, il dit qu'il faut dépenser beaucoup moins d'argent sur le plan administratif. Alors, ce qui est aussi étrange, c'est que finalement, on a l'impression que le club va... comment dirais-je, externaliser beaucoup de choses, passer par des prestataires extérieurs. Oui. Externaliser, c'est ce que vous appelez. Ça fait faire de vraies économies, ça ? Oui, parce qu'ils vont externaliser l'informatique. Mais ils vont payer quand même les prestataires. Je pense que indirectement, ça vous coûte moins cher que d'avoir 7, 8, 10, 15 salariés qui font la comptabilité. Vaut mieux payer un cabinet d'expertise comptable externe. Et puis, je pense que l'addition sera moins importante. Après, il y aurait possibilité de recaser. Vous savez, quand la régie publicitaire, et j'en parlerai tout à l'heure, la régie publicitaire, Lagardère, dans 3 minutes après que voilà. Mais quand la régie publicitaire Lagardère a aidé le club, et notamment Gervais Martel à l'issue de cette fameuse descente, ils avaient salarié une partie du service commercial. Le service commercial salarié du Racing Club de Lens était devenu salarié de Lagardère. D'accord. Vous externalisez vers une autre entreprise et vous diminuez vos charges. Comment c'est vécu ça en interne ? Écoutez, moi j'ai croisé quelques salariés depuis quelques jours. Les gens sont inquiets. Mais ils savent pas qui. Ils savent pas quand. Ils savent pas dans quelles conditions. Voilà. Donc c'est toujours les. Vous savez, c'est pas les gros salaires des clubs. Les directeurs. D'abord un directeur sportif, un entraîneur, un joueur. Lui sait que c'est la règle du jeu. Il fait 1 an, il fait 2 ans, il fait 3 ans, il s'en va, il prend un gros chèque. C'est les gens qui gagnent modestement 1500, 2000 euros et qui eux sont très inquiets pour la suite de leur carrière, bien évidemment. Ça dit, il fallait quand même s'y attendre, puisque ça fait longtemps que c'était dans les tuyaux. Et surtout, il fallait voir que quand même le budget a beaucoup blessé cette année. Il était de 41 millions l'an passé. Il est passé à 35, donc il faut faire des économies quand même. Il y a 36, c'est passé de 41 à 35, vous avez raison. 6 millions. Donc il y a quand même des économies à faire. Oui. Ce que je disais tout à l'heure quand même dans le carton rouge, parce que
Jean-Marc, quand on est journaliste, on passe notre vie à commenter l'actualité économique compliquée de notre pays, de notre région. On va pas parler des Firestone et d'autres, mais il y a quand même des entreprises où il y a eu des disparitions d'emplois. On peut pas se réjouir au nom du fait que c'est un club de foot et que le plus important, certainement, c'est la montée du club en Ligue 1. Mais derrière, c'est une entreprise, il y a des salariés, il y a des gens qui vont perdre leur travail. Voilà, encore une fois, j'ai aucune leçon à donner à la direction du Racing Club de Lens, mais est-ce qu'il y a pas d'autres possibilités? Est-ce qu'il n'y a pas des façons un peu moins économiquement mécaniques, j'ai envie de dire financièrement mécaniques, de ne pas supprimer, de ne pas arriver à... je trouve que c'est déjà bien que le club soit encore en Ligue 2. Ah oui, parce que, rappelez-vous, l'époque Mamadov, on était au port du dépôt de bilan. Hein. Oui. Donc il y a quand même encore des employés. Après, c'est comme toutes les entreprises, hein, il y a des économies à faire. Malheureusement, des postes à repositionner. On va terminer avec le Racing Club. Ça risque pas de gêner les résultats, les prochains matchs. Beaucoup d'internautes se le demandent. Romain Sullivan qui nous dit est-ce que ça peut pourrir la fin de saison de Lens, est-ce que ça peut mettre un peu plus de pression? Alors, juste un petit mot. Il y a quand même une autre chose qui est hyper importante, c'est qu'aujourd'hui, je fais très vite, Joseph Ougoulian, le propriétaire du club, est aussi patron de Amber Capital, un fonds de pension. Ouais. D'accord. La régie publicitaire du Racing Club de Lens, c'est Lagardère. Or, Amber Capital détient 3,99% de Lagardère, et Lagardère vient de déposer plainte devant le parquet financier de Paris contre Amber. Ça veut dire qu'il va y avoir une situation schizophrénique à un moment donné à la tête du club. Hein. Les deux composantes du club sont en justice depuis une semaine. En fin d'émission, donc, on aura le Palcapif et on va passer maintenant à la revue des réseaux sociaux. Le lundi, c'est foot aussi, jusqu'à 20h. Et on commence cette revue des réseaux sociaux avec un ex-joueur du LOSC mais qui est toujours supporter du club. C'est Eden Hazard qui a, dans une vidéo qui a été publiée jeudi sur les réseaux sociaux par Téléfoot, qu'il a expliqué que voilà, il continuait évidemment de suivre les événements avec assiduité, ce qui se passait au LOSC. Il était évidemment rassuré par la nouvelle situation sportive du club qui est bien meilleure. Eden Hazard qui a notamment rendu hommage à Christophe Galtier, un grand coach d'après le meneur de jeu de Chelsea. Et puis je voulais vous parler aussi d'un ancien du LOSC dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure. C'est Florent Balmont qui a rencontré ses anciens coéquipiers ce week-end lors du match à Dijon. Et il y a eu notamment une photo qui a été publiée par le capitaine lillois Adama Soumaoro sur Instagram, où voilà une belle accolade entre Soumaoro et Balmont. Florent Balmont qui a indiqué aux médias, notamment à goal.com, que c'était sûrement sa dernière saison sur les terrains. Il va être en fin de contrat à Dijon en fin de saison. À 38 ans, il est temps. Il aura même 39 en fin de saison. Très rapidement, messieurs, est-ce que d'après vous, ça ferait un bon entraîneur, Florent Balmont? Un meneur d'hommes, oui. Un éducateur surtout. Mais oui, plutôt chez les jeunes. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a déjà des choses qui se font avec Lyon pour sa Il a une école. Il a une école de futsal à Villeneuve d'Ascq. À Villeneuve d'Ascq, voilà. Et puis il y en a une, il en a monté une là-bas aussi à Lyon. À laquelle il a passé ses diplômes déjà. Ça serait un bon début. Il a indiqué que ça faisait 1 an et demi qu'il était en train de préparer sa reconversion. Et dernier élément de cette revue de presse des réseaux sociaux, on a parlé tout à l'heure des ultras de Lens. C'est l'occasion. Donc les ultras dans toute la France, pas seulement au RC Lens, sont en colère ce week-end et notamment ils font silence, grève des applaudissements, des encouragements. C'est ce qui va être fait tout à l'heure pendant les 20 premières minutes du match face au Gazélec d'Ajaccio. C'est ce qu'ont annoncé les groupes d'ultras sur leur groupe Facebook et notamment les Red Tigers. Qu'est-ce qu'ils contestent, les supporters? Ils contestent les interdictions de déplacement qui sont de plus en plus fréquentes, notamment ça a fait tout un ramdam avec le déplacement à Metz. Donc à se comporter correctement. Les interdictions de stade qui, d'après les supporters, sont devenues trop automatiques alors que c'est censé être une sanction exceptionnelle. Je donne juste les arguments. Après, et enfin, le fait qu'ils réclament l'autorisation, la réintroduction des fumigènes. À ce propos, la nouvelle ministre des Sports a indiqué, en réponse à une question d'un député à l'Assemblée nationale, qu'elle était favorable à une expérimentation pour l'utilisation de fumigènes sans chaleur. Donc, des nouveaux types de fumigènes qui sont en train d'être développés. Voilà, ils sont sans chaleur, comme le nom l'indique, et donc a priori moins dangereux. Ils ont le soutien, les supporters en tout cas, de leur gardien, Jean-Louis Leca, qui sur les réseaux sociaux, sur Instagram, leur a apporté leur soutien. Voilà, avec un logo. Les supporters ne sont pas des criminels. Vas-y Christian. Il est 19h42, je vous rappelle que c'est la nouvelle émission de France Bleu Nord, Tribune Nord ça s'appelle. C'est une émission animée en collaboration avec France 3 Région. Alors vous pouvez suivre, vous nous écoutez, mais vous pouvez suivre et voir
sur le Facebook de France Télévisions et vous pouvez réagir sur Facebook. Et vous, Maxime, vous retransmettez les réactions des gens, d'accord, pas d'accord. Voilà, Benoît, il dit... Et les gens sont plutôt d'accord que Balmont ferait un bon entraîneur. Bien évidemment, on n'a jamais dit le contraire. J'ai dit entraîneur et éducateur. Et donc, il est 43. Christian. Florent Balmont pourrait être un très bon entraîneur, comme vous êtes en train de devenir une star de la télé. Une star de rien du tout, vous rigolez pas, une star de... Tout est possible à tout âge. Une star de Montpellier. Une star de Montpellier. Allez, il est 19h43, on va passer au dernier sujet, au dernier cas, c'est-à-dire Valenciennes. Malheureusement, Valenciennes, c'est le cas qui va le moins bien. Tribune VAFC, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Voilà, Valenciennes, ça va pas très bien. Alors sur le terrain et puis alors à la direction, c'est le flou artistique. Alors déjà sur le terrain, on va commencer par les statistiques, Maxime. Ouais, rapidement, les statistiques, elles sont pas, à l'inverse de Lille et de Lens, elles sont pas bonnes. C'est ça, la situation est plus que critique. Valenciennes est 17e avec seulement 1 point d'avance sur le barragiste Auxerre. Tous les voyants sont au rouge. Il y a que des défaites à l'extérieur depuis plus de 2 mois, depuis la mi-août. Ça a été le cas donc notamment à Orléans vendredi soir. Et tous les voyants sont au rouge parce que Valenciennes, c'est aussi la moins bonne défense du championnat. 2 buts par match presque en moyenne encaissés. Quand on commence un match à 2-0 contre, c'est quasiment impossible. 19 buts encaissés lors des 8 derniers matchs. Ouais, c'est quand même inquiétant. Exactement. Alors le problème de Valenciennes, est-ce que sportivement parlant, est-ce qu'il se situe seulement derrière ou est-ce que c'est un tout ? Alors, pour moi, Valenciennes, que je suis depuis longtemps quand même, j'ai commenté souvent Valenciennes, parce que, Benoît, vous faites quand il y a des matchs, vous faites plutôt Lens, vous, c'est le club que vous suivez, donc moi, je suis Valenciennes. Je connais bien Valenciennes, ils ont des bons joueurs, ça marchait bien, que ce soit du temps de Réginald Ray et du temps de Farouk, et ils arrivaient toujours à rectifier le tir en fin de saison et à s'en sortir. Mais c'était toujours tiré par les cheveux. Là, ça commence, comment je pourrais dire, la déliquescence commence très tôt, quoi. On est qu'au mois d'octobre, et la fin de championnat, c'est au mois de mai. Alors, compte tenu de tout ce qui se passe, s'il n'y a pas un resserrement de vis à tous les niveaux, sur le terrain, avec les joueurs, avec l'entraîneur, et dans la direction, ça risque de partir... Il y a pas mal de facteurs qui sont inquiétants. Il y a d'abord le manque de résultats sportifs. Après un début de saison bien réussi, mais qui était peut-être en trompe-l'œil. J'ai l'impression c'est ça, 3 matchs depuis, effectivement, 4 points pris en 8 matchs, 19 buts encaissés, ça parle de soi-même. Donc il y a le niveau sportif qui n'est pas là. Je me pose aussi la question sur le niveau de l'entraîneur Réginald Ray. Je me demande si vraiment il a le niveau d'un entraîneur de Ligue 2, et je regrette moi aussi que Farouk Nsubesic ait été viré sans trop de raisons très claires l'an passé. Puis il y a aussi, ça joue sur le moral des joueurs, forcément, c'est l'incertitude autour de l'avenir du club, puisque d'un côté vous avez un président Edi Sniek qui est prêt à vendre. Est-ce qu'il est vraiment à quel prix, comment, avec un seul repreneur qui n'est pas très clair non plus. Il y a un repreneur, mais il veut pas vendre à ce repreneur, si j'ai bien compris. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'interrogent justement, est-ce qu'il veut vraiment vendre au final? Frédéric Van Gotem, agent de joueur. Vous connaissez bien Valenciennes. Vous connaissez bien Valenciennes. Allez, dites-le, vous connaissez bien Valenciennes. Quelques amis. Voilà. Alors, où ça en est? L'histoire d'abord. Est-ce que, selon vous, c'est vrai que y a un acheteur, il y a un vendeur, mais le vendeur ne veut pas vendre à l'acheteur? Alors, j'irai plus loin de ça. Au fond de moi-même, je pense que le vendeur ne veut pas vendre. Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. Et c'est résumé, et la situation est résumée ainsi. Je pense qu'il y a eu à un moment dans la saison beaucoup de pression sur lui. Il a émis l'hypothèse de la vente pour relâcher un peu cette pression, mais au fond de lui-même, je ne suis pas sûr qu'il ait l'envie de vendre. Donc s'il veut pas vendre, et il sait qu'il peut pas rester dans cette situation sportive-là, il va devoir sortir un peu de pépette pour... Christian, c'est ce qui est le plus étonnant, c'est que il nous avait annoncé que le club serait beaucoup moins endetté à partir de cette saison. Oui. Je pense qu'il n'a pas du tout l'intention de vendre, mais que le contexte
autour du club l'oblige, lui met la pression pour vendre, et en même temps, je trouve que sportivement, il s'est pas donné les moyens cet été de renforcer cette équipe, peut-être de changer l'entraîneur, mais en tout cas d'avoir une véritable ambition sportive. Or, lui, il veut absolument que le club monte en Ligue 1. C'est une condition sine qua non pour être sûr de le garder. Moi, je vais vous donner mon avis. Si j'étais à sa place, et que j'ai une pression pour que je vende, je serais comme lui. Je me dis, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Là, je suis d'accord. Donc, je vendrai si je veux vendre. En revanche, je comprendrai la situation. Je me dirais aussi, si je veux le conserver, ce club, il faut que je sorte de cette situation sportive qui est délicate, et pour ça, il faut que je remette un peu d'argent. Est-ce qu'il peut en remettre? Est-ce qu'il peut en remettre? Est-ce qu'il veut en remettre? C'est ça la question. Et puis les partenaires s'en vont. Enfin, Jean-Raymond Legrand qui était à votre micro la semaine dernière. Les partenaires s'en vont, les investisseurs ne poussent pas les rues, Patrick Partouche veut bien acheter mais pas trop cher. Et le pire, c'est que la banque d'affaires qui a été mandatée pour estimer la valeur du club, elle est en train de se rendre compte que ce club il vaut quasiment rien. Quand vous opposez les recettes et les dépenses, que vaut Valenciennes aujourd'hui? Pas beaucoup d'argent. Moi je veux pas me cacher derrière. Je vais quand même être prudent. Je ne veux pas que Eddy Ziyech pense que je lui en veux personnellement. Je lui en veux pas du tout. Moi, je veux mon boulot et tout. Non, mais moi, voilà. Mais j'ai du mal à comprendre son comportement, et surtout, j'ai l'impression qu'il fait tout pour se faire détester un peu. Partout, il fait tout pour se faire détester. On a un petit peu l'impression qu'il a mis un peu d'eau dans son vin depuis l'été dernier, quand même, hein, Christian. Il est un petit peu différent. Il est plus. Bon. Il semblerait. C'est moins de faire. Après, il a quand même des comportements étonnants. Il va un jour dans le vestiaire dire aux joueurs je vends le club. Il retourne dans le vestiaire quelques temps après pour dire finalement je ne vends plus. Les joueurs sont perdus au milieu de. Je pense qu'il y a un impact sportif de ce qui se passe au niveau de la direction du club. France 3. On a une question sur les réseaux sociaux, et en l'occurrence notamment de Romain qui nous demande, est-ce que, soyons francs, dit-il, qui voudra acheter Valenciennes? Parce qu'en fait, il dit, il y a quoi, hormis un beau stade, il y a un sacré chantier sur l'effectif, l'effectif, la direction et la réconciliation avec les supporters. Je vais répondre, moi, comme à mon avis Valenciennes ne sera pas vendu cher. Il peut avoir, c'est comme en bourse, hein. Si vous achetez à la baisse un truc qui est un peu solide quand même, qui a des fondations et tout, faut savoir qu'ils ont un beau stade et qu'ils ont un centre de formation, ça c'est du solide. Si vous voulez faire une bonne affaire, il faut acheter un petit truc comme ça, hein. Ça peut suffire à motiver un acheteur pour vous, malgré la situation sportive. Il y a beaucoup d'investisseurs qui se bousculent quand même pour arriver dans le foot, et notamment d'investisseurs étrangers. Et on va demander à l'agent de joueur. On disait exactement la même chose quand Monsieur Dayan et Monsieur Graille ont acheté le LOSC, en disant mais finalement qui veut bien racheter le LOSC aujourd'hui en deuxième division? Et regardez après les actionnaires qui étaient avec eux, qui sont devenus présidents comme Michel Sédou, regardez le travail qui a été fait. Rien ne nous dit que demain Valenciennes ne peut pas remonter en Ligue 1 et faire des bonnes saisons. On va pas citer Graille et Dayan sont arrivés en Ligue 1. Oui, mais attendez, mais ils ont acheté. On va pas rappeler des chiffres parce que c'est tellement vieux, il y a 20 ans. Mais ces deux-là, Graille et Dayan, et surtout Dayan, ils ont fait une bonne affaire. Hein. Ils ont fait une très très bonne affaire. En achetant, ils l'ont pratiquement eu gratos, le club. Ils l'ont pratiquement eu gratos. Luc Dayan, ça fait 25 ans qu'il fait des bonnes affaires dans le foot. Hein. Il en fait une tous les ans. Hein. Et ils ont revendu à Michel Sédou, je crois, je vais pas dire de chiffre, mais c'était énorme, alors qu'ils avaient presque rien mis. Oui, mais ils ont pris le risque. Donc il y a un risque, à un moment, ça se récompense. Non, mais quand vous achetez pas cher, vous prenez pas, si vous mettez pas beaucoup, vous risquez de pas perdre beaucoup, hein. À mon avis, c'est la stratégie de Patrick Partouche. Je crois que on sait que Patrick Partouche n'est pas un grand amateur de foot, donc s'il prend un club, ça sera pour essayer de faire du bénéfice, même si je pense que c'est difficile de faire du bénéfice dans le foot professionnel. En fait, je crois qu'il est prêt à acheter le club, effectivement, à condition de le payer très peu. Voilà. Donc laisser peut-être encore tomber, en espérant qu'il ne tombe pas en national, parce que là, je crois qu'ils y vont tout droit là actuellement. Oui, d'accord. Maxime, parce que je suis d'accord avec Benoît. Je pense que autant pour Lens, la situation du PSE, même si c'est délicat pour les gens qui sont concernés, ça va pas impacter les résultats. Autant pour Valenciennes, cette histoire de il y a vente, il y a plus vente, il y a vente, il y a plus vente. Là, ça va impacter les résultats. Et pour faire une image du cyclisme, c'est un peu comme une étape de montagne, vous savez. C'est un coureur. Parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Et vous allez voir, je vais vous étonner. C'est un peu comme un coureur qui est détaché, qui revient, qui est détaché. Et puis à un moment, ça craque complètement. Et j'ai peur que Valenciennes cette
année, ça a craqué complètement. C'était pas bête ce que j'ai dit. C'est très bien, Cédric, très bien. Allez, on va terminer, cette émission arrive à sa fin, on va terminer que le Palcapif. Avant, un petit mot sur la nationale. J'ai envie de dire Boulogne qui pleure et Valenciennes qui rit. Avant, c'était le contraire. Et Valenciennes et Dunkerque qui rit. Dunkerque, pardon. Boulogne qui a battu 3-1, qui a gagné 3-1 contre qui déjà? Non, ils ont perdu. Non, Boulogne, ils ont perdu 3-1, voilà. Et Dunkerque a gagné par 1-0. contre. A été chercher sa première victoire en battant Drancy 1-0. Boulogne est 4e avec 20 points, à 3 points de Laval, le leader. Et Dunkerque est 16e avec 7 points. Il y a encore, ça rigole tout près de la relégation. Mais enfin, ça va un peu mieux. Prochain match pour les deux équipes, c'est vendredi à 20h. Boulogne reçoit Villefranche et Dunkerque va à Laval chez le leader. Voilà. Maintenant, on va passer au Palcapif. Ce week-end, c'est la Coupe de France. Le Palcapif. Alors le Palcapif, c'est les pronostics sur les 3 matchs. Donc là, on va tourner. Alors vous allez commencer, Maxime. Sur les 3 matchs, vendredi, Valenciennes-Nancy. Match nul. À 20h, le match nul. Ouais, match nul. Lens, c'est samedi. Le Havre-Lens. Lens au Havre. Victoire de Lens. Au Havre. Oui. Ah, d'accord. Et Lille-Caen, c'est samedi à 20h. Et Lille qui continue son 100% au Pierre-Mauroy qui gagne. D'accord, on va noter ça. Benoît. Oui. Alors, vendredi, Valenciennes-Nancy. Victoire de Valenciennes. Bien. Après, Le Havre, Lens à 15h, samedi. J'ai envie de dire défaite de Lens parce que Le Havre est vraiment une terre qui ne leur réussit pas chaque année, mais ça n'empêchera pas Lens d'être sur le podium en fin de saison. Mais je sais pas pourquoi Le Havre, c'est une terre pourrie pour. Ouais, mais justement, la statistique, elle va être Victoire du Havre. Victoire du Havre et Lille-Caen. Victoire de Lille. D'accord. Allez, Cédric Van Gothème. Alors Valenciennes-Nancy, je regarde pas. Je crois que ça va être encore pire qu'Orléans-Valenciennes. Match nul. Pas très optimiste. Le Havre-Lens, match nul et victoire de Lille contre Caen. Jean-Baptiste Alloire. Écoutez, moi je vois un match nul entre Le Havre et Lens, une victoire de Valenciennes contre Nancy et une victoire de Lille contre Caen. Et vous, Jean-Marc Devred? Alors moi je vois un match nul entre les deux mauvais élèves de la Ligue 2, à savoir Valenciennes et Nancy, qui vont pas bien ni l'un ni l'autre. Je vois un match nul de Lens au Havre, parce que c'est vrai que le HAC est comme un peu la bête noire de Lens ces dernières saisons. Puis logiquement quand même une victoire du LOSC sur sa lancée victorieuse justement. Eh ben écoutez, moi je crois que personne ne l'a fait. Je vois 3 victoires des clubs nordiques. Ah bon, c'est étonnant de votre part, Christian. Oui, parce que je serai à Valenciennes vendredi soir pour Valenciennes-Nancy. Je pense que, écoutez, s'ils battent pas Nancy, où on va? On arrête, on enlève l'échelle. Hein. Alors après Lens-Le Havre. Lens a toujours du mal au Havre, mais là, cette fois, ils n'auront pas de mal. Ils vont gagner. Et puis, Lille-Caen, naturellement, les Lillois vont battre Caen avant d'aller à Paris. Voilà. Les pronostics ont été notés. On vérifiera qui avait raison, qui avait tort. Hein. D'accord. Voilà. Messieurs, cette émission est terminée. C'était la première, Tribune Nord. 19h-20h. Le lundi, c'est foot aussi. Christian Palka. Voilà, c'était la première Tribune Nord, filmée sur Facebook, télévision, sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais, de France 3 Nord-Pas-de-Calais, voilà. Alors merci Maxime Lictevou, qui est spécialiste on l'a entendu, des statistiques et réseaux sociaux. Et puis surtout des réseaux sociaux. N'hésitez pas, la semaine prochaine, les internautes envoyez ce que vous avez envie de nous dire, si vous êtes d'accord avec nous ou pas d'accord. La semaine prochaine, c'est vous aux réseaux sociaux et au stade. Ah non. Alors, merci Benoît de Quevauvillers, France Bleu Nord. Vous partez au match, traînez pas. Cours. Avec Jean-Marc, peut-être. Merci Cédric Van Gothème, agent de joueur, spécialiste de Valenciennes. Merci aussi Jean-Baptiste Alloire, auteur, journaliste et auteur, avec notre ami Olivier Brochard qui sera bientôt dans l'émission du livre Les derbies entre Lille et Lens. Et merci à vous Jean-Marc Devred de France 3 Régions. Et je vais le dire, vous êtes le Palka de France 3. Vous. Oui, d'ailleurs, souvent, quand je vais sur le terrain, notamment sur le cyclisme, des fois, quand on voit bien cyclisme, c'est Christian Palka. Donc, on nous confond un peu. On m'a dit que j'allais être le remplaçant de Jean Craignon, ça me fait plaisir. Voilà, cette émission est terminée. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Tribune Nord, c'est aussi en vidéo sur les Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais.